C'est donc les éléments essentiels pour l'épreuve. Je vous rappelle ce qu'on va vous fournir. Ce qui est fourni lors de l'épreuve, c'est trois ou quatre textes. Des fois, vous pouvez avoir quatre textes euh, euh, qui, qui peuvent être longs. Ce n'est pas du tout un souci. Toujours un document iconographique. Donc, par document iconographique, vous vous rappelez, il y a toute une catégorie, mais on le reverra après d'éléments. Vous avez vous pouvez avoir une image, le plus souvent un cartoon, ou vous pouvez avoir une couverture de magazine, donc magazine cover, ça c'est très simple. Mais vous pouvez avoir des caricatures. Attention, je vous rappelle qu'une caricature, c'est uniquement quand on reconnaît l'individu derrière. Vous pouvez avoir des graphiques. Donc, en fait, vous devez commenter, analyser un graphique et en faire une explication. Donc, normalement, ça, c'est des choses que vous avez appris en droit, en éco, mais que vous ne maîtrisez pas parfaitement en anglais. Donc, rappelez-vous de mémoriser ces choses. Après, pour l'instant, on n'en a jamais eu, mais ça fait partie des choses que vous avez le droit d'avoir. Et du coup, vous allez avoir dans la dernière page ou l'avant-dernière page, les titres, les dates de publication, l'auteur et les sources de chaque document. Et donc ça, c'est quelque chose à bien travailler, à bien regarder pour remplir le tableau synoptique. Donc ceux qui ont travaillé régulièrement avec moi, vous avez l'habitude du tableau synoptique. J'essaye de voir parce que si les messages apparaissent bien. Les tableaux synoptiques, puisque c'est le meilleur moyen de pouvoir remplir les choses ensemble. Et ensuite, vous avez les consignes. Donc, vos consignes, c'est un rappel de ce que vous avez à faire. Donc, vous avez juste en dessous, là. Donc, une note de synthèse en français en 250 mots à plus ou moins 10%, en vous rappelant de bien indiquer les mots à la fin de ce qui est dit. Ensuite, un commentaire de document iconographique en anglais à 150 mots à plus ou moins 10%. Donc, ce commentaire de document iconographique, vous voyez que ça va aller très très vite, mais je vais vous rappeler les règles essentielles dessus. Et un courrier professionnel en anglais, 150 mots, plus ou moins 10%. Ça vous est rappelé. Et pour ce courrier, on va vous donner des consignes précises. C'est-à-dire qu'on va vous dire qui vous êtes, si vous écrivez un mail, une lettre, etc., etc. Donc ça, vous devez le prendre en compte. Voilà. Ça, c'est l'épreuve telle qu'elle vous est donnée avec ce qui est fourni et vous avez donc 3 heures pour faire ces trois exercices. Donc, vous vous rappelez que la note de synthèse est en français, c'est très important, et que le commentaire est en anglais. Ensuite, je vous rappelle les thèmes au programme. Donc, c'est important de connaître les thèmes au programme pour orienter votre analyse et pour vous permettre je regarde si voilà. C'est important d'avoir les thèmes pour orienter votre analyse et pour mobiliser votre lexique. Donc, en fait, on a des thèmes d'économie, donc il faudra adapter, c'est-à-dire que pensez bien à cet aspect-là. Si vous avez des thèmes d'économie, vous allez orienter dans une logique économie à la française, hein. Donc, c'est-à-dire que vous réfléchissez à ce qu'on vous a dit pendant vos cours d'éco pour orienter avec cette démarche-là, d'accord? Et puis, quand vous allez avoir des thèmes de l'entreprise, vous allez réfléchir avec une logique plus professionnelle dans une réalité de comment, comment un chef d'entreprise, comment un acteur de l'entreprise réagirait pour tout un ensemble de choses. Donc, par exemple, ça veut dire que si vous avez un sujet sur les énergies, vous allez réfléchir à la réalité, donc à la fois pour l'individu et pour la société. Donc, généralement, vous allez avoir une démarche conséquences économiques, conséquences sociales. Alors que quand vous êtes dans des sujets pour l'entreprise, vous avez une démarche intellectuelle qui est plutôt situation de l'employeur, situation de l'employé. D'accord? Donc vous voyez que connaître vos thèmes et leur classification, ça va vous aider à orienter correctement votre problématique. Donc ce mot très important à mémoriser et à garder en mémoire. D'accord? Euh,
J'attends parce que pour l'instant, je ne peux pas voir si vous avez des questions et je ne peux pas vous dire posez vos questions. Je vous rappelle les objectifs de chaque. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des choses, normalement, vous les avez vues dans les premières vidéos, mais c'est un rappel, mais c'est pour vous remettre ça en mémoire parce que ça, c'est très important. Donc l'objectif de la note de synthèse, c'est ce que on va évaluer. Donc, hop, je regarde le message. C'est bon, ok. Euh, Donc, l'objectif de la note de synthèse, c'est qu'est-ce qu'on évalue. Donc, quand on évalue la note de synthèse, on évalue en premier la compréhension des écrits en langue anglaise. Est-ce que vous avez bien compris ce qui était dit? Mais aussi votre expression en français. Donc, il va falloir faire attention à ce que vous écrivez parce que votre expression en français est évaluée. Et bien sûr, votre esprit de synthèse, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de rapprocher les choses, de rapprocher les idées, de les associer de façon à ne pas vous répéter plusieurs fois. Alors je sais que moi, prof, je me répète, mais c'est pour vous aider à mémoriser. Normalement, dans la vraie vie, on essaye de ne pas radoter. Vous connaissez tous ces idées, ces situations où vous avez des gens qui vous répètent 20 fois la même chose. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, si dans votre copie, vous répétez la même idée, on dit il radote. Et donc, en fait, c'est pas ce qu'on attend de vous. Vous devez faire le nécessaire pour associer les idées de telle manière à ce que ce soit bien efficace. D'accord? Vous faites une synthèse structurée et problématisée. Je vous rappelle la problématique, c'est-à-dire que vous donnez un angle d'attaque à votre présentation. Vous donnez un angle aux idées qui ne sont pas les vôtres, on le sait, c'est-à-dire que vous reprenez un ensemble d'idées qui ne sont pas de vous, qui sont dans les textes, vous associez, mais par contre, vous allez les présenter d'une manière qui va être à vous. C'est-à-dire que vous allez démontrer quelque chose à travers ça. On évalue aussi votre mise en cohérence de l'argumentation. Donc voilà, c'est-à-dire si vous avez une problématique, vous verrez que vous démontrerez beaucoup plus efficacement. J'ai le cas d'une étudiante là. Toute l'année, en fait, c'était des sujets qui ne l'intéressaient pas trop. Quand elle tombe sur un sujet qui l'intéresse, elle passe de 7, 8 à 15. Donc, c'est parce que quand vous avez quelque chose à démontrer, ben, c'est toujours meilleur. Donc, vous prenez ça en compte que faut chercher quelque chose à démontrer. Et donc, vous devez prendre des idées qui ne sont pas à vous, mais pour démontrer quelque chose qui vous tient à cœur sur ce sujet-là. D'accord? Vous devez être cohérent dans votre argumentation. L'idée, c'est que vous ne devez pas vous contredire. Alors, bien sûr, il faut un argument équilibré, dire il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui pensent ça. Mais ça doit être mis de telle manière qu'on n'a pas l'impression que vous vous démontrez, vous contredisez. Si on parle, par exemple, j'avais dans les sujets d'examen que vous avez eu, vous aviez télémédecine, vous ne pouvez pas dire, ah oui, la télémédecine, c'est merveilleux pour les personnes âgées parce que les personnes âgées n'ont plus à sortir de chez elles. Et en même temps, la télémédecine, c'est super mal parce que les personnes âgées sont isolées et ne voient plus d'êtres humains. Vous ne pouvez pas le dire comme ça. Vous devez présenter les choses. Il est vrai que ça peut avoir des avantages pour les personnes d'un certain âge qui ne vont plus être contraintes de sortir alors qu'elles sont ralenties et qui vont avoir accès en un simple coup de fil à des services à la pointe et qui vont pouvoir alerter facilement. Mais en même temps, c'est la perte du lien social humain qui peut être problématique. D'accord? Et le fait que les personnes âgées ne sont pas toujours hyper connectées, donc c'est pas forcément évident. D'accord? Donc c'est ça la mise en cohérence de l'argumentation. Et bien sûr, vous dépendez de l'idée des individus, enfin, vous dépendez des idées présentées dans le texte. Vous pouvez pas dire, vous pouvez pas rajouter des idées qui vont complètement en contradiction avec ce qui est dit dans les textes. D'accord? Restitution des points clés, et donc c'est ça cet esprit de synthèse, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de retrouver les éléments qui sont absolument essentiels. Ça, c'est un élément, voilà. Est-ce que vous êtes capable de sélectionner? Et je le dis souvent, c'est pour ça que je vous encourage à utiliser le tableau synoptique. Il y a des idées, il y a une idée, vous pouvez la trouver super intéressante, mais elle y est que dans un seul texte, une seule fois. Eh bien, vous allez être obligé d'y renoncer. Vous n'allez pas pouvoir la mettre. Et c'est ça, il va falloir restituer des points clés. Donc, vous allez savoir choisir vos priorités. Il y a bien sûr la qualité de l'expression. Donc, la qualité du français, c'est pas la majorité de la note, contrairement à l'anglais, mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc, vous devez faire attention
à être clair aussi, c'est surtout ça, c'est-à-dire que si vous faites beaucoup de fautes, vous risquez de perdre en clarté, donc faites attention à cet aspect-là. Et bien sûr, le respect des consignes, c'est-à-dire vous devez respecter cet aspect d'être à 250 mots à plus ou moins 10%, c'est-à-dire que le maximum, c'est 275 mots et le minimum, c'est 225 mots. Donc ça, c'est quelque chose à respecter et vous devez indiquer le nombre de mots à la fin, c'est très important aussi. N'oubliez pas d'indiquer le nombre de mots. Après, les objectifs du document iconographique, donc de l'analyse du document iconographique. Vous devez faire une analyse fine qui utilise euh, euh, vos connaissances cette fois. C'est-à-dire que vous allez mettre en relation les connaissances que vous avez acquises pendant l'année, donc à travers les vidéos, à travers les éléments, le vocabulaire, les replays qu'on a fait dans l'intensif. Tous ces éléments-là vont vous permettre d'avoir tous ces éléments de vocabulaire essentiel. Et puis, les petites vidéos sur Essential Grammar, où là, ce qu'on a fait à la dernière reprise du dernier DCG blanc, ces petits éléments de grammaire qui vous aident à avancer et à comprendre l'essentiel. Ça, c'est ces éléments-là. Vous devez mobiliser votre vocabulaire, montrer que vous avez un vocabulaire clair. Vous devez aussi avoir une démarche logique. C'est-à-dire que la nouvelle règle, hein, qui est que en fait vous faites une phrase d'analyse, une phrase de description ou une phrase de description avec son analyse qui suit tout de suite, vous devez respecter ça. C'est-à-dire vous ne pouvez pas me faire un gros paragraphe dans lequel vous allez dire les idées sont là. Donc en fait, on alterne toujours analyse, description, analyse, description. D'accord? Soit vous dites, je fais mon analyse d'abord et je dis because of that element and that element in the document, the iconographic document. Soit vous dites, I can see this, I can interpret it as meaning, or I can construe it as gna gna gna, et vous faites votre analyse. D'accord? Mais vous devez absolument alterner éléments de description, éléments d'analyse. Bien sûr, vous devez faire une présentation structurée. Ça veut dire que vous commencez avec votre introduction. Votre introduction, on l'a dit, c'est toujours la même chose. Une introduction, c'est la nature du document, la source du document, la date de publication, l'auteur du document. Et après, vous nous dites it tackles the subject of, it deals with, ou it treats the subject of, mais vous devez dire de quoi ça part. Et de façon générale, je vous encourage à dire tout de suite ce que vous allez analyser. C'est-à-dire, the author denounces that situation, or the author is mocking the people who are doing that. Gna, 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 gna. Donc, en fait, vous présentez directement ce qui est analysé. D'accord? Euh, Je vous rappelle que en analyse de documents iconographiques, l'essentiel des points sont sur la langue. Comme l'essentiel des points sont sur la langue et qu'on est en niveau B2, c'est-à-dire pas forcément hyper poussé, mon conseil, c'est faites des phrases simples. N'allez pas trop loin. D'accord? Si vous faites des phrases simples, vous allez réussir à expliquer les choses de façon extrêmement, enfin, en évitant les gros problèmes de grammaire. Donc, il vaut mieux, si vous ne maîtrisez pas la subordonnée relative, vous ne dites pas The woman I can see in the document is, ou vous risquez d'oublier des relatifs, etc., etc. Vous dites I can see a woman, point. She is the representation of. D'accord? Donc, vous me faites des phrases simples. Il vaut mieux des phrases simples, sans faute de grammaire, sans oublier un verbe, sans oublier un pronom, sans oublier un relatif, que une phrase que l'on ne peut pas comprendre parce que vous avez oublié des éléments et donc on n'arrive pas à vous comprendre et on vous pénalise là-dessus. D'accord? J'espère que sur ce plan-là, c'est clair. Oui, 2 secondes. Non, c'est pas du tout correct. C'est plus du tout correct. Et alors,
je suis d'accord avec votre professeur dans la théorie, c'est-à-dire que moi, instinctivement, c'est ce que j'aurais fait, mais on a eu des consignes très très claires et la règle. Oui, pardon. Ma professeure m'a appris qu'on doit faire un paragraphe de présentation du document, puis un paragraphe de description et enfin l'analyse. Est-ce correct, s'il vous plaît? Je le dis clairement, non, ce n'est plus la situation. Déjà, on n'a que 150 mots, donc c'est pas possible. On fait un tout petit paragraphe d'introduction, comme je vous l'ai donné tout à l'heure, donc le type d'introduction que je vous ai donné tout à l'heure. Et ça, c'est la règle. C'est donc, voilà. Et il y a une nouvelle règle, enfin, ça fait maintenant 4 ans quand même, dans laquelle on doit faire une phrase de description tout de suite après la phrase d'analyse, ou l'inverse, une phrase d'analyse, puis on dit because I can see this. Donc, on doit faire la description. Because I can see that element on the document. OK? Donc non, on ne doit plus faire un paragraphe de description puis un d'analyse. On ne doit plus séparer description-analyse. On doit faire une phrase de description, une phrase d'analyse, mais plus un paragraphe de description, un paragraphe d'analyse. Ce n'est plus possible. Et ça fait 4 ans que c'est le cas, en fait. Donc il faut absolument respecter cette règle parce que vous serez pénalisé si vous ne le faites pas. D'accord? Dans la note de synthèse, doit-on mentionner les documents un, 2, 3? Alors, oui, mais entre parenthèses. C'est-à-dire que vous ne devez pas dire dans le document 1, on peut voir que, parce que ça, bah, c'est pas la bonne démarche et du coup, vous ne serez pas dans une synthèse parce que la tendance que vous risquez d'avoir, c'est de dire le document 1 nous explique ceci et vous nous faites l'analyse du document 1, le résumé du document 1, document 2 nous explique cela, le document 3 nous explique cela, etc., etc. Or, la démarche, c'est pas du tout ça, c'est une synthèse. Donc, ça veut dire que je dis, euh, on remarque qu'il y a une crise démographique dans l'ensemble des pays occidentaux. Document 1, 2, 3, 4. Entre parenthèses. C'est-à-dire, on met entre parenthèses document 1, 2, 3, 4. Donc, c'est là que vous mettez vos documents entre parenthèses. Si, par exemple, l'idée que vous présentez ne se voit que dans 3 documents, vous allez marquer document 3, 2 et 4. D'accord? Mais vous ne devez pas marquer dans le corps de votre texte vos documents. Et du coup, document entre parenthèses, document 1, 2, 3, 4, ça ne compte pas de mots. Donc, très important de ne pas le marquer dans votre corps de texte. Parce que, un, ça vous ferait perdre des points. Deux, ça veut dire que vous aurez tendance à ne pas faire réellement une analyse, mais à, euh, vous n'aurez pas tendance à associer les idées. C'est bien une synthèse. Une synthèse, ça veut dire qu'on associe les idées qui vont ensemble, qu'elles se confirment ou qu'elles se contredisent. Si je dis, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure en disant, on voit que les personnes âgées, ça leur facilite la vie parce que ça veut dire plus de déplacements. Ça, c'est dans le document 1, dans le document 3 et dans le document 4. Mais en même temps, ça crée une perte enfin, ça fait une perte d'humanité et de contact humain pour les personnes âgées. Et là, du coup, aussi, document 4, document 3 et document 2. D'accord? Donc, c'est ça que vous devez mettre en avant. Mais ça, vous le mettez entre parenthèses. Je vous rappelle aussi en même temps que dans une synthèse, on ne donne jamais d'exemple. Donc, si vous devez mettre quelque chose entre parenthèses, c'est que ce n'est pas une idée essentielle. Or, dans une synthèse, on n'a que les idées essentielles. Donc, c'est pas ce que vous devez mettre. Vous ne devez pas le mettre. Donc, si vous avez tendance à vouloir mettre une, euh, quelque chose entre parenthèses, c'est que ce n'est pas une idée essentielle, vous supprimez. Les seules choses entre parenthèses, c'est les références au document. Et vous devez le faire après chaque idée essentielle. Donc, idées regroupées au maximum. D'accord? C'est bon pour ça? J'avance?
Alors, l'objectif du document correspondance. Vous devez rédiger une correspondance professionnelle. Donc, soit ça va être un courrier. Un courrier, c'est une lettre. Donc, avec le format de lettre, d'accord? Soit vous allez avoir un email, et donc dans ce cas-là, vous faites from, to, vous faites les petits encadrés pour bien mettre en avant que vous envoyez un mail et que vous respectez. Et on l'a vu dans la vidéo, vous avez des codes précis, donc pour les codes postaux du courrier, vous avez des codes précis pour l'email, d'accord? Et si c'est un mémo, je vous rappelle qu'un mémo, ça s'écrit de la direction à tous les employés ou à un département précis. Dans ce cas-là, vous mettez to all the marketing department employees, etc., etc. Donc, vous devez respecter ces éléments-là et on signe kind regards de façon générale un mémo. Bon, il y en a eu un il y a 2 ans, voilà, c'était un peu nouveau. On a rarement des mémos, mais voilà, de temps en temps, vous voyez qu'on peut quand même les avoir, même ce qui tombe pas très souvent. D'accord? Donc pareil, exactement comme pour euh, l'analyse de documents iconographiques, la priorité, c'est le niveau de langue. C'est-à-dire qu'on donne la priorité au niveau de langue. Donc plus vous aurez une langue qui sera exacte, sans faute, plus vous aurez une note élevée. Même si vous ne faites pas des structures complexes, ça fonctionnera bien. Donc, il vaut mieux faire des structures simples que des structures complexes pour lesquelles on ne vous comprendra pas. Je le répète, hein, je sais que j'insiste, c'est quelque chose de très important. Dans votre correspondance, vous devez montrer que vous avez... Enfin, ce qui est valorisé, c'est aussi les connaissances socioculturelles adaptées. C'est-à-dire que si vous vous adressez à quelqu'un dont vous n'avez pas le nom, donc pour lequel vous allez utiliser to whom it may concern ou this sir or madam, puisque vous n'avez pas de nom, vous devez savoir qu'on signe yours faithfully. En revanche, si vous avez le nom, vous devez dire Dear Mr. plus le nom et c'est yours sincerely. Comme vous voulez. On peut faire, si c'est au fur et à mesure sur les éléments, voilà. Après, comme on veut. Après, il y a les formules de politesse adaptées à mettre. Donc, vous vous adaptez bien. Et socioculturel, c'est aussi cet élément-là. C'est-à-dire que vous devez connaître le contexte juridique. Vous devez connaître, si on vous dit Better Business Bureau, vous devez savoir que c'est le Conseil des prud'hommes. Si on dit la CBI, vous devez savoir que c'est l'équivalent du MEDEF, mais britannique, etc., etc. D'accord? Donc, ces éléments-là, vous devez les connaître et vous devez être capable de maîtriser ces éléments-là. Voilà. Ensuite, pardon, c'est maintenant que ça va essayer de me réparer ma caméra. Euh, vous devez utiliser le ton adapté. C'est-à-dire, vous devez choisir entre un ton qui va travailler sur le pathos, l'émotion, le juridique, ou si vous devez être un peu autoritaire, par exemple, le mémo sur les conditions féminines, vous devez dire, bon, ben, on est dans une situation on est dans une situation euh, où c'est un DRH qui remet en question le comportement de certaines personnes, et ben dans ce cas-là, ça va être un peu direct. Et donc, il faut l'adapter en fonction de ça. Ensuite, si vous êtes en train de parler sur le juridique, en fait, c'est euh, si vous écrivez au Better Business Bureau, vous allez parler du juridique. Vous n'allez pas parler du, vous n'allez pas parler de vos émotions, etc., etc. Alors que si vous faites une collecte de crowdfunding, vous allez utiliser les sentiments. Je reviens sur la question. Donc, pour les courriers, est-ce qu'il y a une différenciation de présentation entre un pour GB et un pour les USA? Est-ce comme en France, expéditeur à gauche, destinataire à droite, avec date en dessous, objet à gauche? Alors, en Grande-Bretagne, c'est comme en France. C'est expéditeur à gauche, destinataire à droite, date en dessous si on veut, ou entre l'expéditeur et le destinataire, puis l'objet à gauche. En revanche, euh, aux États-Unis,
il y a cette tendance de tout mettre au milieu. Et donc, pas oui, les Canadiens, évidemment, vont essayer de faire la même chose. Et les Australiens ont un peu tendance à faire la même chose. Alors que l'Afrique du Sud va plutôt être à faire comme les Britanniques, d'accord? Et l'Inde. Euh, OK? Donc, voilà pour ces éléments-là. Donc, vous pensez bien aux formules de politesse, aux salutations et à créer des adresses qui sont crédibles. Voilà, on va dire voilà. Le jour de l'épreuve, ça c'est, voilà, vous arrivez en avance. Voilà, c'est pas grave si vous devez attendre 40 minutes sur les locaux, mais vous devez arriver en avance. Ça, c'est un élément qui est très important. D'accord? Donc, vous arrivez en avance. Vous remplissez les en-têtes tranquillement avant l'épreuve, puisque ça, vous aurez le droit de le faire. Hein, voilà. Donc, vous remplissez tranquillement vos en-têtes. Et une fois que l'épreuve a commencé, vous allez vous marquer sur votre brouillon tout de suite, une fois que vous en dit, voilà, on vous donne le sujet, avant même de lire le sujet, vous vous marquez vos relectures. Parce que vos relectures, c'est absolument essentiel. C'est ces petits éléments qui vont faire qu'on va avoir un a priori négatif ou positif de ce que vous faites. Donc, vous relisez vos relectures, vous vous marquez sur vos brouillons ce que vous devez relire. Donc, on a dit les pronoms en français comme en anglais et leur référent. Alors, en anglais, c'est parce que vous allez nous faire des choses comme mettre un pronom she pour l'entreprise. Or, en anglais, c'est it. Donc, vous vérifiez vos pronoms en vous disant, est-ce que le référent pour she, her, etc., c'est un être féminin et he, him, c'est un être masculin. Et pour tout le reste, j'ai bien mis it. Sinon, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, vous vérifiez vos référents de pronoms. Et en français, vous vérifiez que vos référents de pronoms sont facilement retrouvables. Et que ça ne crée pas de confusion. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? D'accord? C'est-à-dire que si vous avez une phrase dans laquelle vous dites, l'entreprise est dans une situation très problématique par rapport à l'économie, point, elle est dans une mauvaise situation, je ne sais pas si vous parlez de l'entreprise ou si vous parlez de l'économie. Donc, ça me pose problème. Donc, vous faites attention que votre discours, il est clair en utilisant le nom quand c'est pas clair et en utilisant un pronom, donc en étant sûr que vos pronoms sont facilement retrouvables. Bien sûr, vous avez les accords sujet-verbe en français, ça nous agace. Je vous rappelle qu'en anglais, les adjectifs sont invariables, adjectifs toujours invariables, donc on ne met pas de S aux adjectifs et on les met à 90% avant le nom qu'ils complémentent. Vous vous marquez aussi ordre des mots dans la phrase, donc svompt, sujet, verbe, objet, donc COD, donc COD ou COI, ou les deux d'ailleurs, et donc en anglais ce serait plutôt COI, COD en anglais. Puis manner, la manière, puis place, le lieu, et time. Voilà, l'ordre. Et des fois, le time, on peut le mettre avant, mais c'est rare, et puis c'est plus difficile à prononcer. Si on devait dire zwamp, c'est plus compliqué. Voilà, donc on vous le met à la fin, mais ça fonctionne. Ça, vous vous marquez zwamp pour avoir une phrase qui fait sens. Les modos et les règles. Donc les modos, les trois règles des modos. Je, je vous rappelle, vous avez un Essential Grammar sur ça, donc à rebrasser, à revérifier. Les S à la troisième personne du singulier, vous me les vérifiez. Donc vous vérifiez bien que vous me mettez pas de S quand c'est un sujet pluriel et que vous me mettez bien S à la troisième personne du singulier en anglais. Vous vérifiez votre ponctuation en français et en anglais, les majuscules, les points, les virgules correctes et des petits points qui sont récurrents et qui exaspèrent vos examinateurs, qui sont la différence entre A et A, avec accent, sans accent, et ER et AIS. Quand on me dit l'entreprise est fermée, ER ou AIS, ça fait bizarre quand même. La différence entre et EST, enfin EET et EEST, parce que c'est quand même la maîtrise de niveau de fin de CE1. Donc normalement, vous devriez le maîtriser. Pareil pour les CE, les C, 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 C. Donc faites la différence entre les deux. Si vous connaissez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez vérifier dans le blend, parce que c'est niveau de fin de CE2. Donc vous devez maîtriser. Et la différence entre OR et OR.
Hors, ça veut dire avec un H, ça veut dire en dehors. Hors, ça veut dire alors que, quelque part. D'accord? Donc, ça veut dire alors que la personne a dit ça, or ce n'est pas vrai, ou alors que ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, si vous pouvez le remplacer par alors que, c'est OR, sinon, ça veut dire en dehors, hors sol. Être hors sol, ça veut dire ne pas avoir conscience des réalités des choses. OK? Hop, les incontournables. Donc, mettre en œuvre la démarche de compréhension. Ça, vous l'aviez dans les méthodologies. Utiliser le paradoxe pour faire des hypothèses. Compréhension globale en utilisant la situation d'énonciation. Comprendre les idées principales de chaque paragraphe. Analyser les phrases, analyser les mots, faire les analyses de mots en utilisant la formation de mots. Je vous avais donné ça. Autre incontournable pour la note de synthèse, utiliser le tableau synoptique. Utilisez bien votre tableau synoptique, c'est ça qui va vous aider à... alors, tous ceux qui se sont entraînés, je ne sais pas s'il y en a qui sont là ce soir, mais tous ceux qui se sont entraînés à tous les DCG blancs, je pense que vous confirmez que bien utiliser le tableau synoptique vous aide énormément. Et donc, bien respecter cet élément d'utiliser ce tableau synoptique parce que ça vous aide à trouver votre problématique et votre plan. Parce que sinon, si vous n'utilisez pas le tableau synoptique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me faire un plaquage. C'est-à-dire que vous allez me plaquer une problématique qui n'a rien à voir avec les textes. Vous allez me plaquer un plan et vous allez après essayer de trouver une problématique et après essayer de me trouver les idées dans le texte. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire puisque les textes vont vous dicter votre problématique. D'accord? Oui? Bon. Alors, Baba, qu'est-ce que le tableau synoptique? Le tableau synoptique, c'est dans la première vidéo première ou deuxième vidéo, vous avez, c'est la note de synthèse. J'explique la méthodologie de la note de synthèse. Et dedans, vous avez un tableau récapitulatif de toutes les idées. Donc, c'est-à-dire qui permet de synthétiser toutes les idées. Ce qui s'appelle la synopse. C'est la mise en relation de toutes les idées. Et donc, vous l'avez. Euh, alors, c'est votre deuxième ou troisième vidéo. J'essaye de voir si je peux, euh, en utilisant les lives là, euh, ici, essayer de vous le partager à nouveau. Euh, si par exemple, je suis là, alors je pense que la formation elle y est. Ah, d'accord, d'accord, ok. Ok, je vous donne le tableau synoptique, c'est ici, par exemple. Pardon, non, c'est pas celui-là, pardon. Hop, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Là, voilà, hop, tout à la fin. Donc, par exemple, si certains ont accès aux formations continues, voilà, le tableau synoptique, dans mon cours, je vous explique. Donc, en fait, vous avez ça. Vous avez ça, c'est ce qu'on appelle un tableau synoptique. Donc, vous marquez source nature. Vous marquez le pays, l'orientation, et après vous allez marquer dans chaque partie les idées, et comme ça vous pouvez très facilement les mettre en relation ensemble. Et ça, c'est très très pratique, et ça évite de faire des erreurs, ça évite de répéter. On voit beaucoup plus facilement qu'une idée se répète ou qu'une idée est en relation, parce que comme on les voit côte à côte, on les voit beaucoup plus rapidement, et donc on se dit, oh ça va ensemble, ça va ensemble, ça va ensemble. Et donc on se dit, ben voilà les grandes idées, voilà toutes les idées qu'on a, et voilà du coup, ce que je vais chercher à démontrer, et voilà comment je vais le faire en faisant mon plan. Donc vraiment, le tableau synoptique, voilà, je ne l'ai pas remis, mais dans ce modèle-là, c'est bon, vous l'avez vu? On voit le tableau synoptique ou pas? Oui, il faut que j'arrête le partage et que je revienne sur celui-là. Oui, parfait. OK. Donc, je reviens sur mon cours à moi, là, pour aujourd'hui. Donc, je vous dis, utilisez le tableau synoptique, c'est très, très utile. Vous faites très rapidement ça à la main le jour de l'épreuve et vous remplissez les éléments. OK? Je vous rappelle qu'il est très important de problématiser et il n'y a pas de recette miracle. Je ne peux pas vous dire, voilà une problématique qui va marcher parce qu'en fait, on s'adapte à son sujet. Je sais, c'est compliqué, mais c'est un diplôme de niveau licence et on attend de vous que vous sachiez démontrer quelque chose.
On n'est plus là pour cracher, comme dans le secondaire, exactement ce que l'on pense que l'examinateur attend de nous. On attend de vous que vous pensiez par vous-même et que vous ayez donc une pensée autonome, critique, et donc que vous cherchiez à démontrer des choses. On énonce clairement sa problématique dans la note de synthèse. Donc vous donnez votre angle et vous donnez votre angle aussi dans l'analyse de documents iconographiques. Comme je vous ai dit, vous dites The author is denouncing this and that. Donc vous orientez. Vous énoncez donc votre problématique et votre plan va servir à démontrer que votre problématique, elle est bonne et que c'est celle que vous avez proposée, une bonne problématique. Vous allez donc choisir les idées essentielles et vous allez devoir accepter que vous ne pouvez pas plus tout dire. Voilà. Est-ce que vous voulez poser vos questions maintenant? Est-ce que je vous montre une copie qui a bien fonctionné, une copie d'examen qui a eu des bons résultats? 15,75. Ça dépend de votre maîtrise à vous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes capable d'être concis, de faire un plan très concis en disant, bon, par exemple, sur télémédecine, moi, ma problématique, c'était télémédecine, une panacée, point d'interrogation. Et après, nous allons donc voir le point de vue des médecins, puis celui des patients. Voilà. Eh bien, si vous faites quelque chose comme ça va pas vous compter beaucoup de mots. Donc, c'est toujours mieux. Sinon, si vous n'êtes pas sûr de vous, euh, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'annoncez pas votre plan parce que si vous avez, si vous, si- enfin, si vous vous connaissez, vous devez vous connaître. Si vous avez tendance à faire des plans de 4 ou 5 lignes, si vous avez tendance à faire des problématiques de 3 lignes, eh ben, en 250 mots, vous ne pouvez pas. Donc, alors, je suis juriste aussi, hein, donc je sais, sur le plan juridique, on fait des introductions d'une page et demie, ça ne choque pas du tout avec des plans très détaillés, etc., etc. Mais vous, là, vous êtes dans une note de synthèse. Donc, si vous vous dites, non, mais moi, je vais mettre 20 ans à exprimer mon plan, bah, non, ne le faites pas. Mais si vous pouvez, bah, c'est toujours plus agréable de voir la structuration du plan. D'accord? Autre question? Alors, je vous montre une copie. Je vais vous montrer aussi une stratégie. En fait, cet étudiant, il parle super bien anglais. Il n'a pas de problème avec l'anglais. Donc, il se dit, je peux facilement me faire des points en anglais. Et du coup, forcément, eh ben, c'est ce qu'il va faire parce qu'il sait il va réussir cet élément. Donc là, vous voyez exactement l'introduction. The document presented is a cartoon from the website by, donc vous devez connaître vos prépositions. Bon, petite erreur sur la date. Moi, je l'aurais sanctionné un peu plus, ou c'est peut-être pour ça qu'il a eu 16,75. Euh, Et vous voyez donc exactement ça. Donc vous avez la présentation, vous avez les éléments euh, euh, et vous avez ce que c'est en train de faire. Donc l'action is denouncing the replacement of knowledge workers by the emergence of artificial intelligence. Donc, on a tout de suite les éléments qui sont utilisés, en fait, les éléments, la thématique, etc., etc., en une toute petite phrase très efficace. Et ne ménagez pas votre suspense. N'attendez pas la fin pour nous dire ce que vous voulez dire. Ne ménagez pas le suspense. Vous nous le dites tout de suite, vous nous le dites dès le début, voilà ce que ça fait. Parce que, en fin de compte, ça sert à rien d'essayer de laisser les choses en disant, oui, vous allez découvrir uniquement à la fin quelle théorie je fais sur ce dessin. Vous nous le dites tout de suite. Voilà, c'est une dénonciation. Ce dessin, c'est une dénonciation. Et vous voyez donc les mots de liaison. First of all, we can see a huge Robert walking confidently to his job. So we can assume, et donc vous voyez, description, what we can see. So we can assume that the robot represents the artificial intelligence. Alors, lui, il maîtrise, il sait faire euh, une relative, donc il n'a pas besoin de faire des phrases hyper simples. Mais vous, enfin, ceux qui disent, bah, moi, je ne sais pas faire une relative, vous dites, so we can assume uh, the robot is,
the representation of artificial intelligence. Et donc, vous faites quelque chose de plus simple. OK? Donc, vous voyez tous ces éléments-là. Est-ce que vous voulez le lire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ou est-ce que vous voulez continuer? Donc, vous voyez bien cette alternance entre les deux. Oui, je continue. Est-ce que vous voulez, je vous laisse la lire ou qu'est-ce que vous voulez? Et alors, vous voyez, c'est bon? Je vous dis, hein, vous voyez juste ça. Vous avez des copies qui vont être scannées. Oui, je vous amène la lettre. Vous avez des copies qui sont scannées. Je dis juste ça, hein. En fait, comme nous, elles sont scannées, c'est super désagréable à lire si vous mettez du blanco, des choses comme ça, ou si vous utilisez des stylos effaçables. Donc, n'hésitez pas à barrer et à réécrire en dessous. Alors après, si vous le faites toutes les lignes, oui, ça va être problématique, mais sinon, c'est pas un problème. Exemple de lettre, c'est un email, voilà. Euh, donc, bon, c'était aux États-Unis, donc c'était facile parce que vous aviez du .com. Mais ils créent leur Smith Corp et puis c'est en interne, etc., etc. Donc, ça fonctionne très très bien. Mais vous aviez eu, si vous aviez eu, par exemple, si vous aviez écrit à une institution, ce serait .org, d'accord? Et si ça avait été un particulier qui écrivait à un autre particulier, ben en fait, il fallait par exemple dire Alex Smith @verizon.com, etc., etc. D'accord? Donc vous adaptez en fonction de ça. Donc pareil, vous mettez. Donc là, vous voyez, il crée cette illusion de vraisemblance en mettant l'heure, en mettant la date, etc., etc., qui est ce qu'on attend. Je vous laisse lire le mail. Bon, on voit que c'est pas parfait non plus, il y a des petites erreurs, mais comme c'est bon, on va pas faire. Donc vous pensez à mettre le I en majuscule, et donc en fait, vous voyez, il écrit à son Mr. Carter, donc il le connaît, et c'est le boss, et donc il lui écrit Regards. Je vous laisse finir de lire, donc vous voyez, ça, ces éléments. Voilà, donc vous voyez, il a rajouté ces éléments-là, etc., etc. Donc après l'intelligence artificielle, vous voyez tout de suite son élément. L'intelligence artificielle est sans doute le fait générateur de la prochaine révolution, donc révolution industrielle, hein, on l'a bien compris. Le dossier dénonce l'impact moral de l'émergence de cette nouvelle technologie et présume quelques bienfaits. C'est alors que nous verrons quelles sont les conséquences et l'émergence de l'IA. Bon, après, ça sert à rien de lire forcément parce que, en fait, vous ne pouvez voir que par rapport, vous ne pouvez voir que par rapport à un dossier et vous n'avez pas le dossier. D'accord? Allez, il nous reste une quinzaine de minutes pour vos questions, un peu moins.
Je vous écoute. Alors, les pronostics, pour moi, en fait, il y a pays émergents. Ça, c'est, il y a tellement de choses qui se passent dans les pays émergents, etc., etc. Les conséquences, la perturbation des situations euh, avec la guerre en Russie, et donc en fait qui modifie tout l'équilibre dans les BRICS, en fait, donc ces pays émergents, voilà. La, la révolution argentine avec Milei, donc en fait un pays qui en à peu près un an a complètement modifié sa dette et sa situation par rapport à la dette. Donc ça c'est complètement c'est révolutionnaire et donc il y a eu plein d'articles là-dessus parce que contrairement, enfin il a fait tout le contraire de ce que disait le FMI. Il a fait ses trucs, il a même pas fait d'emprunt. Il a réglé sa situation et enfin bon bref, tout est modifié de façon drastique. Donc forcément, il y a eu des articles là-dessus, il y a eu ces éléments-là. Donc ça, pour moi, pays émergent, c'est une probabilité assez forte. Ensuite, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait énergie, oui, parce que ça reste un des problèmes. Bon, bah, voilà, comment on fait cette énergie? Le fait que bah, les gens commencent à réagir à l'idée de payer beaucoup plus cher leur électricité, puis qu'en fin de compte, ça change rien du tout pour la Russie, puisque en fin de compte, la Russie vend son gaz et vend son pétrole à la Chine, qui nous le revend. Donc en fait, la Russie a doublé ses prix et la Chine a triplé le prix. Donc en fait, nous, on paye trois fois plus cher pour le même truc. Et donc la question se pose de savoir ben, comment on va faire écologiquement. Donc déjà, est-ce qu'on sort du marché européen de l'énergie? Est-ce que on relance nos centrales nucléaires? Enfin bref, comment on va faire pour limiter l'inflation, tous ces ensembles, tous ces éléments-là. Donc ça, ce sont deux mes pronostics. Et alors, on verra bien parce que c'est quand même tombé il n'y a pas si longtemps que ça, mais l'entreprise citoyenne avec la question de la remise en question avec l'élection de Trump, donc il y en avait beaucoup de questions, du D&I. Donc en fait, euh, la Diversity and Inclusion est énormément remis en question. Donc, des textes de débat. Et donc, quand vous allez avoir ça, mais il faut pas forcément. Enfin, là, il faut prendre position par rapport aux articles, mais c'est pas à vous de prendre position. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une réalité complexe. Euh, la réalité, c'est de savoir est-ce que ça a vraiment permis de supprimer les inégalités ou est-ce qu'au contraire, ça les accentue parce que les gens se disent c'est plus la peine de me former parce que j'aurai un passe-droit. Voilà. Donc, c'est ces éléments-là qu'il va falloir se poser. Voilà. Je... J'attends vos questions. Après, mes pronostics, alors je tiens à le dire, hein, mes pronostics, c'est mes analyses personnelles. Alors, à l'heure actuelle, ça a toujours été un des trois, mais ça ne veut pas dire que ça va tomber forcément. D'accord? Euh, alors, cela fait plusieurs années que le document iconographique est un cartoon. Selon vous, cela va changer cette année, comme par exemple par une première de couverture à la place. Je peux vraiment pas savoir. Je suis désolée sur ce plan-là, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend de s'il y a des bons cartoons qui sont sortis. Et comme les cartoons, ils sont pas forcément liés à l'année, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, euh, un, un auteur peut ressortir, enfin, un journal peut ressortir un cartoon qui est très ancien. Et donc, en fait, vous pouvez avoir, là par exemple, il y avait un dossier, c'est-à-dire que The Economist avait ressorti une image qu'il avait mis en avant en 2016. Et donc, en fait, là pour le coup, c'était The Economist cover, mais en fait, ils l'ont ressorti en 2021. C'est leur choix.
Donc en fait, c'est très compliqué. Je ne peux pas dire parce que je peux vraiment pas donner un élément statistique là-dessus. Je suis désolée. Il faut se préparer à tout. Il faut se préparer à tout dans les sujets, euh, euh, dans les sujets enfin, à l'époque où je faisais les sujets tests. Dans les sujets tests, il y avait des graphiques, il y avait des choses, etc. Mais ça fait plusieurs années qu'il n'y a que des cartoons qui sortent. Parce que, quelque part, l'examinateur, enfin, l'inspecteur qui choisit le sujet va choisir un sujet qui lui parle à lui aussi. Donc, en fait, c'est très subjectif. J'avance pour les autres questions parce que sinon... alors, est-ce qu'on peut citer une idée qui vient d'un seul document? Comme je dis, on peut, mais exceptionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, si tous vos documents, c'est entre parenthèses doc 1, puis idée suivante, entre parenthèses doc 2, entre parenthèses, ben, vous n'avez pas fait une synthèse. Donc, exceptionnellement, s'il y a une idée qui vous paraît super importante ou qui va vous permettre de faire une transition et qui est dans un seul document, eh ben, vous allez le faire. C'est-à-dire, vous dites, même si pour certains, gna 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 gna, idée, doc, machin, entre parenthèses, on remarque que pour la majorité, c'est ceci ou cela. Voilà. Parce que pour vous, c'est important de le dire. Mais alors, à quelques exceptions près, si c'est dans une seule document, c'est pas forcément si important ça. Ou alors, c'est que vous n'avez pas réussi à avoir la relation avec les autres documents. Et donc, il faudrait peut-être essayer d'associer encore davantage les idées. Et donc, de passer non pas à ce qui est dit, mais de monter vers l'idée essentielle. Et donc, pas être dans le cas particulier. Voilà. Alors, comment mieux gérer notre temps, s'il vous plaît, parce que des fois, on passe beaucoup trop de temps sur la synthèse et on n'a pas le temps des dossiers. Alors, ça, c'était, je pense que c'était dans la deuxième diapo ou deuxième ou troisième cours pour ceux qui l'ont fait. Vous avez un récapitulatif du temps. J'essaye de vous le trouver. Là, où est-ce que c'était? Quand j'explique, j'essaye de vous trouver ça et de vous le mettre à l'écran très rapidement pour ceux qui veulent. Et hop, hop, hop. Où est-ce que c'est? Je ne sais pas si tout le monde l'a. Euh, je regarde si c'est ça. Non, c'est pas ça. Pardon. Parce que c'est dans séance un. Après, j'ai mon collègue qui va arriver. Donc, euh, il y a un démarchage du temps. Je vous avais fait un décompte. Donc, dans les vidéos, je ne sais pas si vous les avez ou pas, mais j'ai fait un décompte du temps. Et là, je ne vais pas avoir le temps sans trop empiéter sur mon collègue. Mais vous avez un décompte du temps. Donc, c'est-à-dire pour mieux gérer votre temps, vous devez vous dire 20 minutes de lecture de documents et vous ne devez pas dépasser l'heure et demie pour la note de synthèse. Vraiment, c'est très important. Ça, c'est l'essentiel. Est-ce qu'on perd beaucoup de points si on dépasse la limite du nombre de mots? Oui, on perd beaucoup de points. Alors, si c'est deux, trois points, non. Mais si c'est plus, vous perdez beaucoup, beaucoup de points. Parce qu'en fait, on va enlever. Après, ça va être. En fait, quand on est. Quand on est sur 100, en fait, vous allez perdre 5 points. OK. Vous allez perdre 5 points vous allez perdre 5 points tous les 10 mots dépassés. Donc en fait, sur 100, vous voyez, ça va aller très très vite. Voilà, je tiens à le dire. Donc vous faites très très attention à respecter la limite de mots. C'est la règle et à bien indiquer votre temps. Pour le décompte des mots SVP, un mot du type l'avancée compte pour un, pour deux mots. Pour deux mots. Euh, de même qu'un mot composé avec un tiret. Alors, l'avancée, c'est deux mots différents, alors qu'un tiré, c'est un seul mot. Mais c'est comme ça, c'est parce que c'est censé être une association. Voilà, sur les éléments. J'essaye quand même de vous retrouver ça, puisqu'on a jusqu'à 10. Où est-ce qu'elle est, mon explication de la note de synthèse? Ou alors, attendez, hop, si ça va être là. J'allais dans mes cours à moi. Euh, Attendez 2 secondes, je suis sur mon...
Dedans, je vous donne, quand je vous présente la note de synthèse, je vous donne une méthodologie euh, sur les éléments, sur le déroulé à faire. Voilà, elle est ici. C'est bon, vous êtes sur mon écran? Alors, je vous donne la démarche. Est-ce que vous êtes bien sur mon écran? La démarche. Démarche 1. Oui, c'est bon. Alors, quand vous êtes sur cet élément, là, vous avez, voilà, vous allez avoir ces éléments. Je vous laisse, voilà, prise de connaissance. Vous pouvez prendre une photo. Après, travaillez votre problématique, votre plan 15 minutes. Ensuite, votre rédaction 45 minutes. Donc, vous rédigez l'introduction, la conclusion au brouillon. Vous rédigez la synthèse au propre sur la feuille en entier. Vous attendez pas. Et ensuite, votre lecture. Vous prenez 10 minutes pour la relecture. C'est essentiel. D'accord? Et le tableau synoptique avec voilà, le tableau de confrontation, tableau synoptique, selon les éléments. Ça s'appelle différemment. OK, allez, j'essaye d'avancer sur alors, non, alors vous devez synthétiser les documents. L'analyse, ce sera pour l'analyse doit-on seulement synthétiser les documents ou il faut les analyser aussi? Non, mais en fait, de fait, vous faites une analyse. En les synthétisant, vous mettez en relation les idées qui vont ensemble. Et donc, vous allez les problématiser d'une certaine manière. Du coup, vous mettez votre analyse sur la synthèse. La phrase de présentation est comptée dans les mots. Oui, ne présentez pas les documents. Vous faites votre phrase d'introduction. C'est pas une présentation. C'est-à-dire, vous faites la phrase d'accroche, vous donnez votre problématique et votre plan. Et c'est tout. Votre introduction, ça fait 5 lignes. Et oui, c'est compté dans les mots. Et c'est pas une. Voilà, ça fait partie des éléments. Vous préconisez de commencer par quoi pour mieux gérer votre temps, s'il vous plaît? Ben ça dépend. C'est-à-dire que si vous êtes très bilingue ou que vous avez un niveau C1 en anglais, donc supérieur à celui qui est demandé pour l'épreuve, puisqu'on est en niveau B2, je vous conseille de faire votre courrier et de faire une fois que vous avez lu vos documents, vous faites votre courrier, votre analyse de documents iconographiques, parce que ça va vous prendre 20 minutes. Par contre, vous faites bien attention, ça va vous prendre 20 minutes pour le document iconographique, 20 minutes pour le courrier. Vous faites attention à faire des choses qui sont intelligentes, bien pensées, mais voilà, ce sera efficace. Et du coup, vous aurez plus de temps pour votre note de synthèse. Si vous ne savez pas faire des phrases simples en anglais, que pour vous c'est un peu la galère, je vous conseille la synthèse et après de faire quelque chose de très très simple au niveau du document iconographique en disant I can see a man, the man can be the employer. I can see a woman, the woman can be the employee. Voilà, et vous faites quelque chose de très simple, ok? Alors, tous les I seuls, les I sujets. Le I doit toujours être en majuscule. Oui, c'est une faute qu'a fait l'étudiant, mais effectivement, c'est le I sujet, d'accord? Quand un sujet, quand c'est le je, c'est I en majuscule, toujours. Voilà, c'est une petite faute, j'imagine le stress, parce qu'il ne l'a jamais fait en cours par ailleurs. Pour un mémo à la fin, on écrit best regards. Du coup, oui, pour un mémo, on écrit best regards à la fin. Ou kind regards, ou warm regards, ou respectful regards, ce que vous voulez, mais regards. Et si c'était un mémo où en fait on faisait un rappel à l'ordre, on va pas être kind, on va être regards, un peu autoritaire et désagréable. D'accord? Oui, vous êtes bon en anglais, vous avez besoin de réviser parce qu'en fait, il faut utiliser des termes appropriés et il faut les codes. Donc, il faut toujours réviser parce qu'il y a des éléments, c'est ça qui va vous permettre d'avoir le recul. Alors après, vous pouvez vous dire, si vous êtes bon en anglais,
c'est dommage de ne pas avoir 18 ou 19. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si vous vous dites que vous voulez juste 10, non, pour 10, vous n'aurez pas besoin de réviser. Mais c'est dommage parce que vous n'allez pas avoir de points d'avance. Et comme en DCG, tout est coef 1, eh ben, c'est dommage de perdre des points pour ça. D'accord? Parce que bah, ça vous fera des points d'avance. Et ça veut dire que si vous êtes un peu tangent en droit des sociétés ou en droit fiscal l'année prochaine, eh ben, votre 18 ou 19 en anglais vous rattrapera votre 8 ou 9 en droit des sociétés ou droit fiscal. D'accord? Et donc, c'est ça la démarche à avoir. Oui, pour la note de synthèse, il faut toujours une intro et une conclusion. Il faut toujours une problématique et, euh, et il faut toujours une conclusion. Et est-ce que lors de la rédaction, on met des phrases de transition ou alors on écrit les titres du plan? Pas de titre, pas de plan. Vous faites des phrases de transition en disant, voilà, en faisant des petites phrases de transition pour passer à l'idée suivante. Des mots de liaison bien posés. Voilà. On est bon? Je laisse mon collègue qui doit s'impatienter. Alors, quand vous parlez des codes, de quoi je parle? Alors, Narcisse, vous suivez les lives et vous êtes en formation, donc vous devez le savoir. C'est-à-dire, quand je parle des codes, c'est-à-dire qu'il y a des codes sociaux. Par exemple, quand on écrit au Better Business Bureau aux États-Unis, on parle d'éléments de droit. On ne parle pas de je suis une pauvre personne qui n'a pas beaucoup d'argent, venez m'aider, je suis gentil, etc., etc. Ça, on le fait dans le crowdfunding. Donc, on s'adapte aux codes sociaux. Et quand on parle des codes culturels, ben, c'est pareil. Si vous écrivez une lettre en Angleterre, vous n'allez pas l'écrire de la même manière que quand vous écrivez aux États-Unis. Parce que, en fait, les interactions et les autorités ne sont pas les mêmes. Voilà. Comment s'entraîner en anglais? Là, allez, on va dire 2 semaines 3 semaines de l'épreuve. Vous prenez des annales, vous prenez des sujets, mais en fait, on a fait un parcours intensif, on a fait tout un élément. Si c'est juste la grammaire, il y a un plan de grammaire, hein, un programme de grammaire que j'ai donné. Donc, vous avez un programme de révision de grammaire, de mise à niveau en utilisant le livre. Je n'y gagne rien, c'est pas pour gagner de l'argent parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ça s'appelle The English Grammar in Use, qui est fait par Cambridge University Press et c'est fait par Raymond Murphy. Et vous prenez le niveau intermédiaire. Moi, j'utilise la quatrième édition, mais vous pouvez en prendre d'autres. Mais en tout cas, le plan de grammaire que je vous ai fait, il est basé là-dessus et vous travaillez sur ce plan de grammaire et vous utilisez les lives intensifs où j'ai fait les récapitulatifs de tous les mots-clés et toutes les idées clés essentielles pour l'épreuve. Alors bien sûr, c'est le strict minimum, hein, mais ça peut vous aider. Voilà. Et pour s'entraîner aux épreuves, il faut faire les devoirs, faut faire les devoirs blancs qu'on a donnés, etc., etc. Il faut s'entraîner là-dessus. Voilà. Autre chose? Voilà, et donc en fait, justement, vous parlez de vous entraîner. Avec Fishben, on a fait tout un ensemble d'entraînements et ça sert à ça, donc un entraînement intensif. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les autres vidéos, ou vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez des camarades qui ont préparé ça, c'est-à-dire ils ont regardé leurs vidéos, ils ont fait leurs éléments, et après, ils ont fait un entraînement. Ils ont fait là, cet entraînement Fishben intensif où on revoit tous les concepts, où vous pouvez poser toutes vos questions, où vous avez tous les mots-clés et voilà. Et donc, vous pouvez vous entraîner à ça pour travailler efficacement et rapidement, donc maximiser votre temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse travailler avec avec le professeur suivant.